Madame Dwelling, bonjour. Bonjour. Encore merci de m'accueillir et de m'accepter pour cette Avec interview. joie. Alors je sais que vous êtes passé de l'écologie à la protection animale. Aujourd'hui on est présent sur un sujet qui est assez sensible, qui est l'intelligence animale, qui aujourd'hui est souvent mal perçue par le monde scientifique, qui ne reconnaissent pas l'intelligence au sein des animaux. Qu'est-ce qui aujourd'hui, si vous deviez faire passer un message, comment faire comprendre aux populations, aux gens, qu'effectivement l'intelligence chez l'animal est bien présente, ainsi que la sensibilité? Alors, la première chose, c'est que déjà l'intelligence animale, elle fait partie de l'écologie. Parce que l'écologie, c'est un tout, et on a oublié ça. On est tous reliés les uns aux autres. Et l'homme n'est qu'un animal parmi d'autres. Un animal certes extrêmement intelligent, mais un animal parmi d'autres. Donc le vrai message de fond, il est là. C'est que l'homme est en train de bousiller complètement cette terre nourricière qu'il a nourrie depuis des siècles et que c'est dramatique. Or, justement, les animaux peuvent nous aider. Et le message vraiment important à faire passer, c'est que les animaux ont d'autres formes d'intelligence que les nôtres. Darwin l'avait déjà dit. Dès qu'il y a de l'intelligence, il y a du vivant, il y a de l'intelligence. Oui. Donc on se rend compte aujourd'hui grâce à l'éthologie et grâce aussi à des tas de technologies formidables comme les drones, l'imagerie cérébrale, etc. Donc grâce à ça, on se rend compte que tous les animaux sont intelligents. Le ver de terre a l'intelligence de la terre. Le ver de terre aide les agriculteurs. Par exemple, je prends exprès un petit animal très méprisé. Et du coup, le message qu'il faut passer, c'est que nous ne nous en sortirons pas sans les animaux. Ça, il faut vraiment que ce soit clair. Moi, je vois des gens qui me disent « Oui, c'est triste, il n'y aura plus d'éléphants, quelle tristesse, mais voilà, la vie continue. » Non, la vie continue pas. Ça, il faut vraiment que les gens en soient persuadés. Ça commence avec les abeilles, mais tous les mammifères sont utiles parce qu'une fois de plus, c'est un tout. Et d'ailleurs, il y a un exemple formidable. À Yellowstone, on a éradiqué les loups. Oui. Yellowstone est devenu une espèce quasiment de désert. On a remis les loups et tout est revenu. Donc, il faut qu'on comprenne ça. Ça, c'est le premier message vital, je dirais. Le deuxième message qui n'est pas vital, mais qui est passionnant intellectuellement, il y a aussi un peu du plaisir à l'intellect, c'est que c'est un vrai débat philosophique. C'est-à-dire qu'on remet en question la suprématie humaine et on se rend compte que les animaux ont des tas de choses que nous ne savons pas faire. Et je trouve que ce retour à une humilité que nos ancêtres connaissaient, mais nous on s'est un peu pris la grosse tête. Tout à fait. Je pense que c'est très important et c'est tout à fait passionnant. C'est un vrai débat politique, économique et philosophique. Et c'est notre survie. C'est vraiment ça le message qu'il faut faire passer. Alors aujourd'hui, on est rentré depuis maintenant quelques années dans la 6e vague d'extinction massive des espèces. En 40 ans, nous avons exterminé déjà 50% des espèces animales de notre planète. On est à l'aube de la première extinction d'une espèce parapluie qui, dans moins de 5 ans, risque d'être le rhinocéros. Est-ce que vous pensez qu'on peut encore avoir de l'espoir par rapport à cette locomotive de destruction massive envers la faune et la flore que l'homme a lancée? Est-ce qu'on peut encore avoir un espoir par rapport à ça? Alors d'abord, il faut avoir un espoir parce que si on n'a pas d'espoir, on ne fait rien. Donc les pessimistes, c'est ceux qui font rien. Moi, ça m'agace énormément les gens pessimistes parce que dans ce cas-là, il vaut mieux se suicider tout de suite et il y en a fini. Donc il faut toujours rester optimiste et toujours garder l'espoir. Mais c'est vrai que je pense qu'on est dans un état de guerre. Pour moi, c'est une guerre mondiale terrible contre un ennemi qui est le plus puissant qu'on ait jamais connu. Ça s'appelle la pollution. Oui. Et il n'a pas d'état d'âme, il est hyper fort, il est partout. Dans l'eau, dans l'air, dans le tissu, dans ma peau, partout. Et donc, il faut prendre les armes. Moi, je suis là-dessus assez guerrière. Je pense qu'il faut réellement prendre les armes et lutter contre la pollution et notamment la destruction animale. Est-ce qu'on a encore de l'espoir? Oui, je pense qu'on a 20 ans pour sauver le monde. En tout cas, quand on voit les analyses, tout le monde dit d'ici 2030-2040, on a 20 ans. En 20 ans, on peut faire beaucoup de choses, si tout le monde s'y met. Donc c'est pour ça que le message à passer, c'est chacun d'entre nous doit y aller. En faisant des choses pas compliquées, mais on parle d'animaux, on va peut-être pas parler de tout, mais parlons d'animaux, déjà renoncer à la fourrure, au cuir, si possible devenir végétarien. Bon, je sais que c'est compliqué pour beaucoup de gens, mais au moins manger moins de viande en tout cas. Disons consommer plutôt intelligemment. Il y a une cinquantaine d'années, nos parents ne mangeaient pas de la viande tous les jours. Mais bien sûr. La viande était chère. On n'avait pas les problèmes qu'il y a aujourd'hui au niveau des abattoirs, il n'y avait pas cette exploitation, il n'y avait pas cette souffrance animale. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, la raison irait plutôt sur une meilleure façon de consommer, peut-être une façon plus traditionnelle, une façon plus nette, plus propre, sans tomber effectivement peut-être dans des extrémismes, mais essayer un petit peu que chacun apporte sa petite pierre à l'édifice en consommant peut-être de façon plus intelligente. Ça, manger moins de viande et ne manger que de la viande bio,
et la payer cher. Moi, je suis pour que la nourriture redevienne chère. Oui, tout à fait. Je trouve hallucinant que la nourriture ne coûte quasiment plus rien. Alors que par contre, on est prêt pour un iPhone à dépenser des fortunes. Donc il y a un moment, ce qui est important, c'est respirer, manger, être avec ses amis, c'est ça qui est important. Et je suis la première à avoir un smartphone, mais je suis la première aussi à donner de l'importance à ma nourriture. Je mange peu, mais je mange bien. Mange bien. Voilà, il faut que les gens mangent peu, mais bien. Ils veulent manger de la viande, d'accord, mais de la vraie viande d'un animal qui a été correctement traité. Et oui, ça coûte cher. À partir du moment où rien ne coûte cher, rien ne vaut rien. Exactement. Donc c'est ça. Et on est ce qu'on mange. Je pense réellement qu'on est ce qu'on mange. Donc il faut, ça c'est pas grand chose. Et puis évidemment, renoncer à tout ce qui est cirque, corrida, on y vient. Fourrure. Oui, mais enfin. Le chemin est encore long, mais on y vient. Voilà. Les consciences commencent un petit peu à. Il faut y aller. Il faut adhérer à des associations. Il faut soutenir des projets comme ceux des Bouts de Lyonne, par exemple, qui est un projet pour moi fondamental. Ils étaient présents aujourd'hui. Voilà, et c'est très important parce que ce sont des gens qui sont un peu des leaders d'opinion. Oui. On aime le cirque, on adore tous le cirque, c'est notre enfance, c'est une forme artistique merveilleuse, etc. Pourquoi ils mettent des animaux? En soi, ça n'a pas d'intérêt. Ça avait de l'intérêt autrefois, on peut comprendre. Les mentalités ont changé. Voilà, maintenant. Autrefois, les gens connaissaient pas bien les animaux, ça les fascinait, pas de souci. Aujourd'hui, on a des vidéos, on a des films magnifiques. Oui. Regardons 4 heures de films de la BBC, ça me paraît beaucoup plus intéressant que d'aller voir une pauvre bête, un pauvre éléphant martyrisé dans un cirque. On est d'accord. C'est vraiment minable. Donc justement, en fait, il faut retrouver de l'éthique. Il faut retrouver un mot que j'aime beaucoup et qu'on a oublié parfois, c'est le respect. Le respect. Le respect de l'autre, le respect de l'animal, le respect de la nature et du coup le respect de soi-même. Et à partir du moment où à chaque fois qu'on consomme, on se dit « Est-ce que je respecte mes valeurs ? Est-ce que c'est vraiment utile ? Est-ce que ça correspond à une éthique ?» Vous allez voir qu'il y a plein de choses qui changent. Il y a plein de saloperies, je suis désolée d'être un peu vulgaire, mais qu'on achète, qu'on fait, et qui n'ont aucun intérêt. Mais on est tellement pris, je ne veux pas culpabiliser les gens, mais on est tellement pris dans une espèce de vague consumériste, il faut toujours avoir le dernier truc à la mode, etc. On ne fait pas attention. Donc juste déjà ça, réfléchir quand on consomme. J'ai envie d'acheter, ok. À quoi ça sert? Déjà rien que ça, je peux vous assurer que d'abord vous ferez des économies, parce qu'il y a plein de choses que vous n'achèterez pas, donc c'est bon pour le portefeuille. Et puis vous serez mieux dans votre tête, vous regarderez dans la glace en étant plus content de vous, parce que vous aurez l'impression de donner du sens à votre vie. Exactement. Et je pense que si les gens ne sont pas forcément très heureux aujourd'hui, alors qu'on est quand même dans une société incroyablement confortable, on est très gâtés par rapport à nos arrières, enfin même nos grands-parents. Nos grands-parents, on est quand même très gâtés. Or les gens ne sont pas si heureux que ça. Non. Ils se bourrent de psychotropes, etc. Pourquoi? C'est parce qu'on manque de sens. Retrouver du sens, donner du sens à son quotidien, c'est très important. Vous savez, on parle toujours du consommateur. C'est pas un vain mot. Dans notre façon de consommer, c'est politique. Moi, j'achète bio. Oui. Parfois, c'est un peu plus cher, pas toujours. Pour moi, c'est un acte politique. Bien sûr. Voilà. Parfois, j'achète bio. Je sais que ça va être un peu moins bon parce qu'il y aura peut-être moins de trucs dedans. C'est pas grave. Mes enfants, parfois, ils me disent « Oh maman, c'est pas toujours bon. » C'est pas grave, c'est un acte politique. C'est un acte politique. On va se débrouiller, etc. Donc voilà, il faut avoir envie de diriger sa vie plutôt que ce soit votre vie qui vous dirige. Une dernière question. Vous avez tout à l'heure évoqué un mot qui existe que depuis très peu de temps, qui est le mot éthologie. L'éthologie, c'est l'analyse du comportement d'un animal. Ce terme existe depuis peu car c'est un diplôme qui s'acquiert que depuis quelques années. Je sais par expérience que c'est un diplôme aujourd'hui qui est essentiellement basé sur l'étude du comportement des animaux en captivité. Est-ce que vous ne trouvez pas que quelque part il y a quelque chose qui ne va pas? Parce que étudier les besoins d'un animal en captivité sans savoir quels sont ses besoins en milieu naturel, est-ce que le milieu scientifique, le milieu éducatif ne devrait pas revoir un petit peu ses copies par rapport à ça? Alors il y a deux choses. D'abord, bien sûr que c'est très triste. Un animal en captivité, ce n'est jamais bien. Mais on n'a malheureusement pas toujours le choix. Non. Or, je dirais que parfois il y a quelque chose de mal pour un grand milieu. Il y a quelques sacrifiés. Oui. Malheureusement, mais si ça peut permettre de mieux comprendre les animaux, de les faire reproduire, etc., on est dans un tel état d'urgence aujourd'hui. Je ne l'aurais peut-être pas dit il y a 10 ans. Il y a 10 ans, je ne vous aurais pas dit ça. Oui, parce que les chiffres, il y a 10 ans, n'étaient pas les mêmes. Oui. On nous donnait beaucoup plus de temps. Sûr, et là, tout est en train de se condenser. Là, ça a commencé. Là, ça y est, on est dans le dur. Quoi. Oui. Donc, il faut y aller. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens quand même d'éthologues, qui travaillent aussi en milieu naturel. Oui. Moins parce que ça coûte cher, forcément. Si vous voulez d'aller dans une jungle, comme Sabrina Kriev, quand elle travaille sur les singes médecins, c'est formidable. Quand elle passe 6 mois en Ouganda, tout le monde ne peut pas le faire. Non, et puis, je pense que justement,
Les éthologues et les scientifiques commencent à se rendre compte de ça. Moi, j'ai pas mal interviewé des spécialistes du loup. Ils commencent à vous dire, voilà, le loup en captivité, il a cette attitude-là, mais le loup en liberté, il est différent. Donc déjà, on travaille là-dessus. Alors, il y a un vrai problème d'éthique. Et puis la dernière chose que je dirais, c'est que si on travaille avec des animaux captifs, la moindre des choses, c'est d'obéir à des règles extrêmement strictes au niveau de l'éthique. Oui. Ça commence, c'est pas mal, mais je pense que peut mieux faire. Oui. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail là-dessus, que les scientifiques doivent se remettre en question eux aussi. Oui, ça c'est un fait. Et que nous devons exiger, parce que moi souvent j'en vois qui me disent « Oh mais déjà les règles éthiques sont formidables sur le bien-être ». C'est pas vrai. Non. Je pense qu'il y a énormément de travail à faire encore et qu'il faut y aller, mais vous savez bien comment c'est, l'homme est lent. Oui, surtout en France, Et on met beaucoup plus de temps à réagir face à certaines pour situations. que ça bouge, c'est lent, mais il faut toujours essayer d'y aller, de tracer, d'avoir de l'espoir et de se dire qu'il y a le bout du tunnel. On est encore dans le tunnel, on va essayer de voir la grande lumière au bout du tunnel. Tout à fait. Madame, je vous remercie infiniment pour votre enthousiasme, pour ces mots plein d'espoir, Ouais. et je vous remercie beaucoup. Merci, à bientôt. Merci.